Notre invité cette semaine, Benoît Pelletier. Benoît Pelletier, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Mémoire. Merci de m'accueillir. Vous avez commencé vos fonctions de député dans une espèce de controverse quand même avec une femme, vous l'avez raconté tout à l'heure. Et en novembre 2008, vous accordez un financement à la CRE, donc la conférence régionale des élus de votre circonscription, pour qu'elle incite des femmes de votre région à se présenter en politique. Comment vous perceviez à l'époque ce déficit de représentation, vous qui étiez avocat, donc la justice pour vous était vraiment au centre de vos préoccupations? Oui. Alors, d'abord, le rôle des femmes en politique, j'ai toujours cru. Et je crois que non seulement il doit y avoir plus de femmes candidates, mais par ailleurs, qu'il doit y avoir des bons sièges, des bonnes circonscriptions, pas des circonscriptions perdues d'avance, Oui, mais pour avoir une bonne qu'elle représentation pouvait féminine. remporter. Ouais. Mais je vais vous donner un exemple bien précis. À un moment donné, dans mes fonctions ministérielles, j'étais responsable de la réforme du mode de scrutin. Et j'ai proposé l'adoption d'une proportionnelle mixte avec une représentation régionale. Et dans le système que je proposais, les partis politiques auraient été appelés à présenter des listes de candidats et de candidates. Et moi, j'avais prévu une mesure pour qu'il y ait une femme en tête de liste à chaque deux listes. Une alternance, finalement. Exact. Alors, et j'avais également prévu des mesures incitatives pour les partis politiques pour qu'ils encouragent les candidatures féminines. Tout ça, ça va venir un jour, là. Si jamais on a une proportionnelle mixte, il va falloir insister pour qu'il y ait des femmes en tête de liste, là. Oui, parce que les pays qui l'ont fait ont réussi à faire augmenter le nombre de femmes, justement Absolument. avec ce mécanisme. Absolument. Vous parlez de la réforme du mode de scrutin, vous y avez travaillé. On l'a promise à plusieurs paliers, plusieurs fois, et puis ça n'est jamais arrivé. Est-ce que vous y croyez? Pensez-vous qu'un jour, ça va arriver? Oui. Quand, cependant, ça, je ne le sais pas. Au Québec ou au Canada? Ou dans une autre province? Dans une autre province au début, je crois, et puis par la suite au Québec. La Colombie-Britannique, à titre d'exemple, est très, très intéressée par le sujet. L'Ontario a été intéressé aussi à un moment donné. Alors oui, j'y crois. Je crois qu'il y aura une réforme du mode de scrutin. Moi, nous, on avait opté comme gouvernement pour une réforme du mode de scrutin sous forme de projet de loi. Bon, alors, en fait, mon collègue Jacques Dupuis avait présenté un avant-projet de loi, et puis le gouvernement avait couché sur papier ses intentions dans cet avant-projet de loi. Et par la suite, j'étais responsable du dossier. Là où c'est problématique, c'est que vous devez convaincre les députés des idées qui sont dans l'avant-projet de loi. Vous devez convaincre les députés parce que, évidemment, à un moment donné, vous voulez que ça devienne une loi. Alors, moi, je parlais à mes députés. Là, je leur expliquais, bien, il va y avoir des députés de liste, puis il va y avoir des députés de circonscription. Bien, Benoît, est-ce que ça veut dire que un député de liste pourrait devenir ministre? Bien, oui.
mais il n'a pas été élu directement par la population. Ça veut dire finalement que il voyait une rivalité, Oui. évidemment. Bon. Injuste, une rivalité. Ben oui. Oui. Et puis, vous ajoutez le scénario suivant. Moi, si dans dans un contexte où il y a double candidature, pour Oui. avoir un député de circonscription, un candidat dans une circonscription qui en même temps est sur une liste. Mhm. Alors, moi, si je le bats dans mon élection, ça veut dire qu'il peut quand même devenir député à partir de la liste? Oui. C'est un enfer. C'est un enfer. Les députés n'acceptent pas ces principes-là. Qui pourtant existent ailleurs. C'est vraiment une culture à changer. Les députés n'acceptent pas Ouais. ces principes-là à la base. Mhm. Comprenez-vous? Moi, je vais battre quelqu'un, cette personne-là va se retrouver députée. C'est comme ça qu'il s'exprimait, là. Moi, je vais battre quelqu'un, cette personne-là va se retrouver députée à partir d'une liste inacceptable. Mhm. Donc, on a encore du chemin à faire pour il ne faudrait pas qu'on procède par un avant-projet de loi, tout événement. Il faudrait qu'on procède différemment. Donc, arrive l'élection de 2008 et vous annoncez que vous ne vous représenterez pas. D'abord, pourquoi vous avez décidé de ne pas vous représenter et comment avez-vous vécu les derniers moments de votre mandat? Oui, en fait, d'abord, j'étais fatigué. Et puis j'avais eu le sentiment d'avoir ramé contre le courant pendant un certain nombre d'années, avec certains projets impopulaires, avec des idées qui étaient mal reçues par une partie des membres du Parti libéral du Québec, et ainsi de suite. Mon épouse est convaincue qu'il était temps aussi que je quitte pour la famille. Moi, j'avais de jeunes enfants. Ils sont encore jeunes aujourd'hui. Mais j'avais de jeunes enfants. J'avais 3 ados au moment où j'ai quitté. Puis une 4e qui était encore plus jeune. Donc, ma femme, elle est convaincue qu'il était temps que je parte. Mais nous étions minoritaires. Nous étions minoritaires. C'était l'ADQ de Mario Dumont qui formait l'opposition officielle. Et nous ne savions jamais quand est-ce que l'élection allait être déclenchée. Et Jean Charest s'est décidé très rapidement pour déclencher l'élection. Il s'est décidé sur une période d'environ 2 semaines. Okay. Dans une période où les sondages étaient favorables au Parti libéral du Québec, et ainsi de suite, où Mario Dumont semblait avoir perdu la cote auprès des journalistes, Jean Charest, dans cette période-là de 2 semaines, décide qu'il va déclencher une élection. Alors, mes derniers moments, je les ai vécus en travaillant comme un fou. Ah oui? Oui, parce que finalement, je ne m'attendais pas à ce qu'on se retrouve en élection aussi rapidement. Je croyais que j'aurais encore plus de temps pour finir mon mandat. Mais j'étais déterminé à ne pas me représenter. Si le mandat avait duré 1 an de plus, j'aurais été content. Mais il s'est terminé un petit peu trop vite. Mais à tout événement, j'avais décidé de ne pas me représenter. Ça faisait 10 ans quand même que je faisais de la politique avec les voyages, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis comme je le disais, dans le parti même, à bien des égards, je nageais contre le courant. Oui. Ça aussi, c'est fatigant. Oui. Ou je ramais contre le courant, ou je nageais. En tout cas, vous vous battiez. Voilà. Comment vous avez résolu votre enfin, je parle d'un dilemme, mais votre souci d'intégrité pendant ces 10 années-là? Est-ce que vous êtes battu avec ça en vous disant, moi, est-ce que je fais vraiment ce que je pense? Est-ce que mon intégrité va être compromise? Au bout de ces 10 ans-là, est-ce que vous aviez l'impression d'avoir bien défendu votre intégrité? Oui, oui, absolument. D'abord, j'ai eu une grande chance. C'est un peu paradoxal, hein, mon affaire, parce que en même temps que je dis que j'ai ramé contre le courant,
En même temps, j'avais une grande marge de manœuvre pour déterminer la ligne de parti dans bien des dossiers, dans bien des matières. Par exemple? Affaires intergouvernementales, relations internationales, j'avais une grande marge de manœuvre. Dossiers nationaux, accommodements raisonnables, Vous vous sentiez libre, quand en bonne même? partie. Mhm. En bonne partie. C'est très paradoxal. C'est très, très dur à expliquer comme phénomène. Ben, en fait, c'est assez logique puisque ce que vous dites, c'est que votre liberté, vous l'avez exercée et c'est ce qui faisait que vous étiez contre le courant, non? Oui, mais D'une certaine en façon. même temps, en exerçant cette liberté-là, je définissais en partie, pas complètement, comprenons-nous, la ligne de parti. Mhm. Je comprends. Parce qu'on me donnait une autorité, ou on me donnait une marge de manœuvre, ou on me donnait une crédibilité, ou peu importe la raison. Mais en partie, je définissais la ligne de parti. Donc, les grandes contradictions avec la ligne de parti, je n'en ai pas souffert. Hmm. Autant que j'aurais pu en souffrir si je n'avais pas eu cette chance de définir en partie la ligne de parti. Je comprends. Mais en même temps, en définissant la ligne de parti, je le faisais sur la base d'idées qui, pour plusieurs d'entre elles, étaient mal reçues. C'est ça, là, Ouais. enfin. Alors, c'est un jeu compliqué, hein? C'était compliqué, et en même temps, ben, c'est paradoxal. Ouais. Hmm. Donc, c'était moins difficile après quand vous êtes retourné à l'université? Ben oui, absolument. Et là, là, quand je suis retourné à l'université, ben là, j'ai recommencé à travailler beaucoup. Et puis, j'ai diminué le travail depuis quelques années, mais Mhm. ça fait seulement quelques années que j'ai diminué le travail, pour être franc. J'ai continué à travailler beaucoup. Et puis là, l'idée, c'est la suivante, c'est qu'on se dit, ah, les gens pensent encore à moi. Ah, ben, hey, tant mieux. Fait qu'on m'offre telle chose, une conférence ici, ou peu importe. Ah, ils pensent à moi. Parce que tu as peur d'être oublié, hein? Tu as peur d'être oublié après. Tu as peur de tomber dans l'oubli. Fait que finalement, tu te dis, ah, ben, pense à moi, ben, écoute, je vais. C'est comme une reconnaissance. Ben oui, mais en même temps, tu te dis, bon, ben, je vais le faire, je vais accepter la conférence. Mais là, si vous acceptez la conférence et que vous en acceptez trop, ben là, vous êtes pris à travailler. Oui. Donc, finalement, j'ai travaillé beaucoup encore, même après la politique. Mais vous avez contribué aussi au débat public Ah, ben oui, à oui, oui, travers absolument. ces Ça, toujours, engagements. toujours. Encore aujourd'hui. Mhm. Encore aujourd'hui, pour moi, c'est très, très important. Moi, je vais vous dire, là, il n'y a rien que j'aime plus, moi, je pense, là, que le Québec. Et je suis tellement fier de ce que le Québec réalise, de ce que le Québec a réalisé. Notre jeunesse, par exemple, en plus, là, moi, je trouve qu'on a une belle jeunesse. Moi, je suis dans le milieu universitaire, je Oui. les vois, les jeunes. Je trouve qu'on a une belle jeunesse. On a des gros défis à relever au niveau de la langue. Cependant, je suis très inquiet par rapport à l'avenir du français. Au Québec même, encore plus dans les autres provinces et les territoires canadiens. Je ne suis pas du tout naïf. Mhm. Je vois les réalités comme elles sont, comme elles se présentent. Mais pour moi, investir du temps pour le Québec, c'est investir du temps au bon endroit pour la bonne cause. En 2013, on vous offre le poste de vice-recteur à l'Université du Québec en Outaouais et vous refusez. Pour quelle raison avez-vous refusé? Je refuse essentiellement parce que si j'avais accepté, j'aurais eu le syndicat contre moi. C'est-à-dire que je n'avais pas d'appui parmi les syndiqués. À tout événement, je n'avais pas d'appui parmi les gens qui sont impliqués dans le syndicat. Et il y a eu une confusion d'abord au départ parce que on a pensé que mon but était de devenir recteur. Mhm. OK? Alors là, le poste, c'est vice-recteur. Mais on se dit, Benoît Pelletier veut devenir recteur.
Mais c'était complètement faux. Moi, ce que je cherchais, c'était de l'expérience dans l'administration universitaire. C'est ça que je cherchais. Et moi, l'idée d'être recteur, c'était pas une idée qui me stimulait en soi. Et j'aimais mieux être second Mhm. qu'être Responsable, le finalement. responsable, Ouais. puis le capitaine. Puis Oui. bon, enfin. Et puis, donc, il y avait cette confusion-là. On se disait, bien, il veut devenir recteur. Et l'autre confusion, c'est, bien, il est le choix du recteur actuel. C'est-à-dire que le recteur actuel choisit son successeur. Bon. Et ce qui était faux aussi, pour être franc. Alors, déjà, ça partait mal. Il y avait deux prémices fausses sur la base desquelles les gens ont été appelés à se prononcer sur les candidatures. Alors, moi, quand j'ai vu ça se jouer, là, ces choses-là, je me suis dit, bon, ben écoute, je suis mieux de rester à l'Université d'Ottawa, là, puis dans mes fonctions actuelles. Quand vous avez quitté la politique, enfin, quand vous avez quitté, vous n'êtes pas représenté, vous dites c'était clair pour moi. Par contre, quand Jean Charest a perdu ses élections, est-ce qu'on a essayé de venir vous chercher? Pas comme chef. Pas comme chef. Alors, on n'a jamais essayé de venir me chercher comme chef. J'aurais aimé qu'on le fasse. Même en 2012, vous seriez allé? J'aurais aimé. J'aurais aimé. Mais ça ne s'est pas fait. Je n'avais pas suffisamment d'appui dans le parti, à mon avis. Par ailleurs, mes idées soulevaient sans doute aux yeux de plusieurs une certaine ambiguïté. Est-ce que c'est un souverainiste? C'est-tu un séparatiste? Au juste, il parle comme un péquiste, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça, effectivement. Au moins tenter ma chance. Oui. Ouais. Mhm. De tous les honneurs que vous avez reçus, parce que vous en avez reçu beaucoup, lequel vous a le plus ému? Ben, écoutez, incontestablement, c'est la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec. Parce que ce prix-là, je l'ai obtenu sur recommandation de tous les partis politiques de l'Assemblée nationale. Et il y a très, très peu de politiciens dans le passé qui l'ont obtenu. Donc, ça m'a fait chaud au cœur, là. Alors, je me retrouve à l'Assemblée nationale, dans la galerie du président. Mais ça, c'est tout récent, hein, on était en C'est tout 2022. récent, oui. Et dans la galerie du président. Et puis là, donc, je revis la vie à l'Assemblée nationale, des galeries, cependant, pas de, Oui. pas de mon siège de député. Et je sais que c'est tous les partis politiques qui ont été favorables à ça. Fait que ça, vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Ouais. Mmh. Et vous avez aussi continué à contribuer, vous avez fait, vous êtes toujours dans la vie publique, on Oui, peut vous lire, on peut vous entendre et vous avez travaillé aussi notamment sur le projet de loi 96. oui, oui, Expliquez-nous ce que vous y avez fait, comment vous y avez contribué? oui. Alors, j'ai été consulté par le gouvernement du Québec sur le projet de loi 96, sur différentes questions, y compris sur la question des modifications constitutionnelles. Parce que, bon, c'est un projet de loi qui propose des modifications constitutionnelles, qui contient des modifications constitutionnelles. Le projet de loi est devenu une loi maintenant, comme on le sait. Et donc, j'ai été consulté par le gouvernement de la CAQ sur tout ça. Mais vous savez, pour moi, avant d'être le gouvernement de la CAQ, c'est le gouvernement du Québec. Mmh. Alors,
Alors donc, ça veut dire que si le gouvernement du Québec pense que je peux être utile, peu importe le parti qui forme le gouvernement, si il pense que je peux être utile et que moi aussi je crois pouvoir être utile, à ce moment-là, ça me fait plaisir de servir. Vous avez aussi vécu des épreuves. Mm. On n'a pas parlé de votre, de votre vie privée, là, sans aller dans votre vie privée, mais quand même des épreuves assez incroyables. Notamment, vous avez, été atteint de la COVID et vous avez eu de lourdes conséquences, Ouais, en fait, de complications qui vous ont fait séjourner à l'hôpital plusieurs mois. ouais, Et également, en 2002, vous vous êtes perdu 24 heures en ouais, forêt, ouais, ce qui peut, en effrayer plusieurs, ouais, c'est-à-dire: «Que va-t-il arriver? Est-ce qu'on va me retrouver?» ouais. Et on dirait que ces expériences ne vous ont rien enlevé de votre optimisme, de votre joie de vivre, Mm, de votre bonheur finalement. mm. Oui, tout à fait, tout à fait. Ces expériences-là ne m'ont rien enlevé. Ces expériences-là m'ont enrichi dans le sens suivant, dans le contexte suivant. D'abord, en ce qui concerne le parc de la Gatineau, Oui, la là première où je me suis expérience. perdu, bon, ben, là, ça m'a enrichi parce que finalement, je suis plus prudent. Hein. Je suis plus prudent depuis. Et même que ça m'a pris un petit bout de temps avant de recommencer les expéditions dans le bois. Je me suis dit, si je me repère une autre fois, ils ne viendront plus me chercher. Là. Ils vont dire, laissez-le là. Mais enfin, il y a eu ça. Et la maladie de la COVID, où j'ai été 56 jours dans le coma. Et puis finalement, honnêtement, à maintes reprises, j'ai failli mourir. Mais cette maladie-là, globalement, puis je le dis là, sans flagornerie, puis je le dis pas pour finalement bien paraître, mais ça a été une vraie belle expérience humaine. Ça a été une belle expérience humaine. Les soins que j'ai reçus, euh, l'empathie qui m'a été démontrée par le personnel, l'appui de ma famille et de ma belle famille. Euh, Honnêtement, j'en suis sorti enrichi. Et ma fille a écrit un texte dans le Oui. journal La Presse, un texte très touchant. Mais ce texte-là, moi, je l'ai lu quand il a été publié parce qu'elle avait trop peur de me rendre triste. Alors, donc, elle ne me l'a pas montré avant de le faire publier. Je savais qu'elle avait écrit un texte, ma femme me l'avait dit, et puis je savais qu'elle elle songeait à le faire publier. Mais je l'ai lu en même temps que tout le monde. Et puis finalement, ma réaction, ça n'a pas été la tristesse, ça a Mhm. été finalement la fierté. Fierté de voir que ma fille écrivait comme ça, puis que finalement, elle pouvait toucher les gens. Et puis ce texte-là, il a eu un impact, je veux dire, auquel personne ne s'attendait. Ça a eu quand même un grand impact dans le public. Beaucoup de gens l'ont lu. Beaucoup de gens m'en parlent encore Ah aujourd'hui. oui? Ah ouais, ouais. En parle à ma fille, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, ça a tout été des belles expériences, finalement, que j'ai vécues. Cela dit, je ne suis pas en train de dire que c'était une bonne chose, Oui. ce qui m'est arrivé. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que, finalement, j'en suis sorti plus fort. Mhm. Donc, vous ne songez pas à retourner en politique, Non. mais vous continuez à contribuer. Oui. Et parlez-moi, pour terminer, de l'importance qu'ont eu vos livres que vous avez publiés. Ah, ben écoutez, d'abord, j'en ai un sur la modification constitutionnelle au Canada. C'était votre premier? C'était mon premier qui m'a vraiment fait entrer dans la cohorte des constitutionnalistes. Euh,
Et donc, ça, c'est vraiment un livre qui a été très, très bien reçu par la communauté juridique. Et donc, c'est vraiment... c'est le seul livre qui existe au Canada, dans tout le Canada, en anglais ou en français. Le seul livre qui existe où il y a un examen de la procédure de modification constitutionnelle de 1982. Et puis, l'autre livre, c'est un livre que j'ai fait publier après être sorti de la politique, qui résume ma philosophie politique sur différents sujets. Et c'était important pour moi de laisser cette contribution-là, d'avoir cette contribution-là. Et puis, j'ai 100 pages, pardon, de notes bibliographiques. 100 pages de notes bibliographiques. Alors, c'est presque un ouvrage scientifique. Là où ce n'est pas un ouvrage scientifique, c'est qu'il y a un petit côté partisan. Et vous utilisez le jeu aussi. Oui, oui, oui. Au début de votre livre, en tout cas, vous vous Ouais. situez en Ouais. tant qu'ancien politicien. Oui, 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 tout à fait. Et donc, ce livre s'appelle « Une certaine vision du Québec ». Certaine idée du Québec. Alors, une certaine idée du Québec, ça s'est tiré des mémoires de Charles de Gaulle, qui parle d'une certaine idée de la France. Je ne m'en cache pas, je le dis d'ailleurs dans le livre, là. Mais je trouve l'expression tellement belle. Une certaine idée de la France, déjà, c'était très fort. Puis pourquoi pas une certaine idée du Québec? Alors, De Gaulle écrit ses mémoires en disant « Toute ma vie », c'est du De Gaulle, hein, écoutez, « Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. » Ben, je me suis dit, je ne peux pas dire toute ma vie, moi, dans mon cas, mais en tout cas, pendant mon passage en politique, ben, je me suis fait une certaine idée du Québec. Puis ça donne que cette idée-là est positive, par ailleurs. Benoît Pelletier, merci pour ces entretiens. Merci. Que ressentez-vous en rentrant dans le Salon Bleu après toutes ces années? Ah ben, je revis de beaux moments, hein, de très, très beaux moments. Évidemment, la vie parlementaire, c'est une vie de collégialité, hein, faut pas oublier. Alors, je me souviens aussi des endroits où on se tenait quand on ne siégeait pas, entre collègues. Et puis en même temps, ben, je revois le siège où j'étais, assis à l'époque. Je suis toujours impressionné par le décor et le décorum, par ailleurs, qui accompagne cet endroit-ci. Alors, vraiment, c'est un plaisir pour moi de m'y retrouver. Est-ce qu'il y a un souvenir qui vous vient en tête en vous retrouvant dans ce contexte? Bien, c'est la période des questions qui me revient en tête, parce que c'est la période la plus intense sur le plan parlementaire. On se prépare pour la période des questions, évidemment. Et puis, il y a une nervosité, il y a même, dans certains cas, une fébrilité que l'on ressent lorsqu'on participe à la période de questions. Et la plupart des gens disent, écoutez, les politiciens ne répondent pas aux questions. Et c'est vrai que quand j'étais ministre, on se plaisait à dire que c'était une période de questions et non pas une période de réponses. Mais il n'en reste pas moins qu'en réalité, quand on revient au bureau après, qu'on s'est fait poser des questions, on veut que les dossiers avancent. On veut que ces dossiers-là avancent de façon donc particulière. Et il y a une efficacité à notre régime parlementaire que le public ne soupçonne pas. Nous avons un très bon système parlementaire et nous avons une très belle classe politique. Et le fait de revenir ici, bien, ça me rappelle tout ça, finalement.